philosophie et l'éthique médicale appliquée. Donc j'ai eu la chance de pouvoir vous voir intervenir il y a quelques années à Paris lors d'une soirée douleur et vous m'avez conquise. Voilà, donc j'ai souhaité ce soir pouvoir vous accueillir, vous inviter dans notre belle cité phocéenne que vous appréciez aussi. Et voilà, je vais peut-être retracer un tout petit peu votre parcours. Vous êtes né à Château-Thierry, vous avez enseigné après l'agrégation de philosophie pendant quelques années en lycée. Vous êtes titulaire d'un doctorat, vous devenez maître de conférence à l'université Paris-Est, et ensuite vous êtes nommé professeur d'université, et vous êtes responsable du master d'éthique médicale et hospitalière appliquée, et vous êtes également membre de la commission d'éthique de la Société française d'hématologie, celle de l'Institut national du cancer, et vous êtes par ailleurs mélomane, violoncelliste, et vous nous avez charmé d'une conversation autour de la musique ce midi. Vous exercez dans l'ensemble instrumental de Château-Thierry et vous travaillez dans le champ de l'anthropologie philosophique. Vous consacrez vos recherches à la fragilité humaine dans toutes ses dimensions corporelles, et je crois que ce soir c'est tout à fait d'actualité. Et vos dernières parutions sont Ode à la fatigue aux éditions de l'Observatoire en 2022, Le devenir de l'intériorité à l'ère des nouvelles technologies, Le bord de l'eau en 2018, La pudeur avec Adèle Van Reet aux éditions Plomb en 2016, Corps et âme, Cécile Defaux en 2015, La couleur du matin profond, Dialogue avec Pierre Magnard, Les petits Platons en 2015, Petit traité de dignité au Larousse 2012, et vous avez des ouvrages qui sont à paraître, Mais où sont donc mes morts allés, et Grand traité des petits poils, un conte philosophique, voilà quelque chose de bien intriguant. Et ce soir, vous nous proposez une conférence autour de l'art soulagé, un art ou une science. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, en effet, je pense qu'il est mieux que je prenne la parole tout de suite et que je la prenne beaucoup moins longtemps qu'il était prévu. Ayant écrit un livre sur la fatigue, où j'ai considéré la fatigue des soignants, je ne voudrais pas y ajouter. Je vous dois 3 aveux. Le premier est que je suis philosophe, n'ayez pas peur. Le deuxième est que je suis très inquiet. Le troisième est que je suis très heureux. Un petit mot sur chacun de ces mots. Oui, je suis philosophe, enfin j'essaie de l'être du moins, et je m'interroge toujours sur la légitimité des philosophes qui ne soignent pas, qui ne soulagent pas, à intervenir dans des colloques où il est question du soin et du soulagement. Je me rassure un peu quant à cette légitimité, puisque en effet je suis professeur d'université, mais dirigeant un master de philosophie dans mon université, j'ai la chance d'y avoir pour étudiants non pas des étudiants classiques en philosophie, c'est-à-dire des étudiants qui après une licence de philo viendraient faire un master pour ensuite préparer des concours d'entrée dans la fonction publique, le CAPES ou l'agrégation. Non. Mes étudiants sont, comme vous, des professionnels du soin. Car, en effet, ce master de philosophie pratique s'appelle Master de philosophie pratique, parcours éthique médicale et hospitalière appliquée. Et mes étudiants sont des professionnels du soin au sens très large du terme, médecins ou non médecins. Et dans les professions paramédicales, comme on dit, eh bien, il y a de tout. Kinésithérapeute, psychologue, directrice d'EHPAD, assistante sociale dans le monde hospitalier, etc., etc. Et ce sont mes étudiants qui m'amènent, qui m'apportent le terrain médical. Si j'ai une petite légitimité à vous parler du soin et du soulagement, moi qui ne soigne point et ne soulage point, c'est, je dirais, grâce à mes étudiants. Mon travail, c'est d'essayer de mettre en mots ce qu'ils vivent, essayer de donner écho à leurs éprouvés. Et voilà pour le premier aveu, la philosophie. Deuxième aveu, mais j'ai déjà dit, je suis très inquiète de devoir vous imposer une petite causerie vespérale philosophique à 1 heure où peut-être vous n'êtes plus guère susceptible de l'écouter. Causerie vespérale, vous ne laissez pas impressionner, c'est simplement une conférence qui a lieu le soir au moment des vêpres, c'est tout. Mais je me guéris de cette inquiétude par le bonheur, et c'est mon 3e aveu que je dois vous le dire. Le faire part d'un bonheur privé pourrait vous sembler quelque chose comme une impudeur ou une incongruité. Non, non, c'est un bonheur que je peux avouer. Ce bonheur d'avoir eu la preuve aujourd'hui que l'opposition entre 2 approches de la douleur, qui serait d'une part
l'approche technique, d'autre part, l'approche éthique. L'opposition entre deux approches de la douleur, qui voudrait qu'il y eût d'un côté l'approche biomédicale et de l'autre côté l'approche psychosociale. Eh bien, cette opposition-là est caduque. Parce que ce que j'ai entendu pendant toute cette belle journée, dense, hein, mais fort belle, c'est que vous vous souciez du sujet et pas simplement de l'organe. Que le réductionnisme n'est pas votre fort, le réductionnisme qui voudrait que l'on réduisit le sujet à l'organe, la perception à la sensation, la souffrance à la douleur, et la douleur à un phénomène simplement biologique. Le réductionnisme n'est pas votre fort. L'attention que vous montrez toutes et tous au parcours singulier des patients, oui, est mon bonheur du jour, à savoir qu'en effet, vous ne vous contentez à l'évidence pas d'une approche biomédicale et que ce qu'on appelait jadis l'approche psychosociale est aussi votre affaire. Voilà un philosophe inquiet mais tout de même heureux qui va essayer de givaroiser, de résumer le propos qu'il voulait vous proposer. Et en deux temps, mon idée est de partir d'un récit que fait Jean Cocteau dans son journal de La Belle et la Bête. Pendant qu'il tournait ce film admirable qu'est La Belle et la Bête, Jean Cocteau est tombé très malade. Il souffrait à la fois d'un anthrax, d'un impétigo et d'un phlegmon. Cela fait beaucoup pour un seul homme, et le poète d'être hospitalisé à l'Hôtel-Dieu et d'y souffrir le martyre, mais le poète d'avoir tout de même la force de continuer à tenir son journal. Et ce journal vient d'être réédité aux éditions du Rocher, ça s'appelle Jean Cocteau, Journal de la Bête, de La Belle et la Bête. Et dans ce journal, il est 2 pages, à mon avis, qui ne peuvent pas ne pas vous intéresser. Si ma mémoire est bonne, la première date du 15 septembre 1945, la seconde du 16 septembre 1945. La page du 15 septembre 1945 est une page extraordinaire parce que Cocteau y livre une phénoménologie de la douleur, si j'ose ce gros mot, qui me paraît d'une rare finesse. Cocteau y écrit qu'il lui est arrivé de parler de la douleur, il lui est arrivé de parler de la souffrance quand il ne les connaissait pas. Alors, ajoute Cocteau, je pouvais poétiser, je pouvais couler ma douleur en de belles images, je pouvais nervaliser. Ça, c'est un néologisme inventé par Cocteau, qui est une façon pour lui de donner salut à un autre poète, le poète Gérard de Nerval, hein, le genre de poète romantique qui, quand ils ont mal, nous disent au minimum « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie, ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. » Je ne crois pas que quand vos patients souffrent et que vous leur demandez comment ils vont, ils vous répondent « Je suis le veuf, le ténébreux, l'inconsolé. » Non, Cocteau dit qu'il lui est arrivé de parler de la souffrance, de la douleur, quand il ne les connaissait pas. Alors, il lui arrivait de les couler dans de belles images, il lui arrivait de poétiser, il lui arrivait de nervaliser. Mais souffrir est tout autre chose, ajoute Cocteau. Souffrir, c'est ce qui fait un être se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête. Et il est vrai que la langue qui nous reste quand on souffre vraiment, c'est peut-être pas la belle langue poétique ou la belle langue philosophique, c'est la langue des bêtes, le cri, le gémissement, le halètement ou le silence, parce que de grandes douleurs sont parfois muettes. Hein. Et oui, en effet, et Cocteau à ce moment-là de se lancer dans une belle méditation sur l'expression « souffrir comme une bête ». Voyez, je rappelle qu'il est en train de tourner La Belle et la Bête, et étant donné qu'il a des furoncles partout, il ne peut plus se raser, il a donc la barbe, et il se regarde dans le miroir de l'Hôtel-Dieu, et il n'a pas l'impression de voir le visage d'un homme, mais la gueule d'une bête. Et il a l'impression que c'est Jean Marais, son copain, très beau, à qui il a mis le masque hideux de la bête, qui le punit. Hein. Pour que le film soit vraiment vécu, il faut que je vive de l'intérieur ce que j'impose à Jean, à Jeannot. Bref, il faut que je souffre comme une bête. Souffrir, ajoute Cocteau, c'est autre chose. C'est quand on ne peut plus se dérober à la douleur. C'est quand elle ressemble à quelqu'un
qui approche, déchirant les brumes dont on s'enveloppe, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. Cela, c'est quand on ne peut plus se dérober à la douleur, qu'elle ressemble à quelqu'un qui approche en déchirant les brumes dont on s'enveloppe, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. Et si je disais qu'il y a là une extraordinaire phénoménologie de la douleur, c'est parce que ce que nous murmure ici le poète, avec cette métaphore de quelque chose qui s'avance et qui ne nous laisse plus de possibilités, qui nous prive du possible, c'est que la première définition que je pourrais donner de la douleur est la suivante: souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. Souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. J'emploie le mot jeu pas simplement au sens du jeu théâtral ou du jeu d'échecs, mais aussi au sens des bricoleurs. Vous savez, quand les bricoleurs disent il y a du jeu, ça veut dire qu'il y a un espace. Il y a un espace pour le possible. Eh bien, la douleur est toujours contemporaine, le sentiment de douleur est toujours contemporain du sentiment d'un impossible, du sentiment qu'en effet, il n'y a plus d'espace pour le possible. Lorsque nous souffrons, nous ne pouvons plus jouer. Nous ne pouvons plus jouer la comédie. S'il s'agit évidemment d'une véritable souffrance, parce qu'on peut évidemment faire semblant de souffrir. C'est ce que fait le personnage d'une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas qui s'appelle Kean, qui est un personnage qui joue tout le temps, pas simplement sur scène, mais aussi dans la vie. Et ce Kean est non seulement un grand comédien, mais aussi un coureur de jupons invétéré. Il a eu 1003 femmes, et il a repéré que tous les soirs vient le voir jouer Shakespeare au théâtre de Drury Lane, une admirable jeune femme qui l'invite dans sa loge, et il lui fait son numéro, et au moment où il est sur le point de la séduire, enfin elle va céder comme toutes les autres, voilà que Miss Danby se dérobe. Alors il est surpris, et là il va changer de stratégie pour essayer de la séduire, et il va lui dire, alors c'est parce qu'elle lui dit, mais non, je ne vais pas me donner à vous, tout est si facile pour le grand Kean, je vais être la 1004e et ensuite vous m'oublierez. Kean change de stratégie et dit, ah, vous croyez que tout est facile pour le grand Kean? Non, si on me met très haut, c'est parce qu'on a envie de me voir tomber. Si vous savez comme je souffre. Vous, Kean? Et Kean se jette aux pieds de Miss Danby et s'écrit avec trois tons différents, reprend sous trois tons différents la formule « je souffre comme un chien ». Je souffre comme un chien, je souffre comme un chien, je souffre comme un chien. Et il joue tellement bien que Miss Danby est tout émue et qu'elle s'approche de lui. Et là, il a un sublime mouvement de sincérité parce qu'il dit « Laquelle de ces trois intonations préférez-vous, Miss Danby ?» Ce qui prouve qu'il ne souffrait pas, mais qu'il jouait à souffrir. Et vous savez qu'il y a des douloureux qui se servent de la douleur, qui se victimisent, et qui se servent de la douleur comme un fonds de commerce, qui sont des professionnels de la douleur. Mais quand on souffre véritablement, on ne peut plus jouer. Voyez, on ne peut plus jouer. La vie sociale, la société est un espace dans lequel la vie est jouée plutôt que véritablement vécue. Nous y vivons grimés. Et je dirais que chacun d'entre nous joue plus de rôles en une journée que le comédien le plus engagé au théâtre en une année. Un comédien très engagé va jouer 3 rôles différents, un militaire, un homme très timide, un homosexuel, mais chacun d'entre nous joue plus de 3 rôles en une journée, et vous n'êtes pas la même dans le salon de votre belle-mère et dans votre club de gym, dans le bureau de votre patron et au bistrot. Et de même que les règles du jeu de la belote ne sont pas les règles du jeu du bridge, les règles du jeu dans le bureau du patron ne sont pas les mêmes que les règles du jeu au bistrot. Au bistrot, si on vous présente l'alcoolique du coin, le bébert du coin, il ne faut pas lui dire « Enchanté de faire votre connaissance, cher ami », ça n'ira pas du tout. Bébert va vous dire « Tu m'appelles Bébert, je me tue toi, quoi, t'es con, toi ». Mais si votre patron s'appelle Robert, je vous déconseille d'arriver dans le bureau du patron et de lui taper dans le dos en lui disant « Salut Bébert ». Vous voyez, la société est un espace dans lequel nous passons notre temps à jouer. Tout vêtement est un déguisement. Nous ne nous habillons pas simplement pour des raisons de pudeur, pour des raisons de climat, mais pour donner une certaine image de nous-mêmes. Or, l'approche de la douleur nous dégrime, nous déguise, voyez? Elle nous empêche de jouer. Quand on a très très mal, on ne peut plus choisir entre plusieurs adresses. Que vais-je faire? Aïe ou ouille ou aïe? Voilà la première définition de la douleur que je vous proposerai. Souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer, parce que la souffrance, en effet, nous assigne à notre corps, elle nous accule, elle nous prostre.
Souffrir, c'est être sidéré. On est stupéfait, renversé, confondu, ébahi, abasourdi, envoûté, atterré, terré. Je fais rapide, hein, terré. On est enclos dans une émotion qu'on n'arrive plus à transformer en une motion, c'est-à-dire en un mouvement. Souffrir, c'est avoir l'impression que s'épuise la possibilité de toute possibilité. J'étais pas clair, vous le diriez, hein. Je cherche peut-être un peu la barque là. Hein. Mais le sentiment de souffrance est toujours lié au sentiment d'un impossible, l'impossibilité de jouer. Et voilà pourquoi celui qui souffre est assigné à la résidence de son corps. Deuxième définition de la douleur, c'est l'inoubliabilité du corps. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, on a un corps oubliable. Je ne dis pas oublié, hein, parce qu'on peut, quand on est en bonne santé, avoir beaucoup de plaisir à se souvenir de son corps. Comme il marche bien, ce sont les bonnes sensations du sportif, vous voyez. Comme mon cœur fonctionne bien. C'est peut-être la fierté masculine d'un organe qui fonctionne brillamment, qui se dresse opportunément. Donc, je ne dis pas que la bonne santé, c'est le corps oublié, mais c'est le corps oubliable. Vous voyez, j'ai le loisir d'y penser ou de n'y pas penser. Mais quand je souffre, mon corps devient inoubliable. La douleur, c'est l'inoubliabilité du corps. Lorsque mes yeux vont bien, je les oublie. Lorsqu'ils vont mal, je ne peux pas les oublier. Deux définitions de la douleur, n'est-ce pas? Souffrir, c'est ne plus pouvoir jouer. Souffrir, c'est ne plus pouvoir oublier son corps. On est assigné à la résidence de son corps. La douleur, c'est d'abord une attention suprême à l'organe douloureux. La santé, c'est le silence des organes. Eh bien oui, lorsqu'en revanche on est douloureux, les organes se mettent à parler et se rappellent à notre mauvais souvenir. Voilà ce que c'est donc la douleur, et voilà ce que Cocteau analyse magnifiquement dans la page du 15 septembre 1945 de son journal de La Belle et la Bête. Mais j'annonçais une seconde page, le 16 septembre 1945, où Cocteau, cette fois-ci, ne va pas nous délivrer une phénoménologie de la douleur, comme impossibilité de jouer liée à l'inoubliabilité du corps, n'est-ce pas? Mais où il va nous dire ce que ne devrait pas être la prise en charge des douloureux chroniques. Car après qu'il a dit que souffrir, c'était ce qui fallait de se recroqueviller au coin de la chambre, appeler n'importe qui, n'importe quoi, ne plus pouvoir parler qu'en langue de bête, eh bien, Cocteau tourne la page, j'appelle, on vient. Alors, on est en 1945, donc c'est l'Hôtel-Dieu, à l'époque, ce sont des bonnes sœurs qui soignent. Et voilà ce qu'il écrit. J'appelle, on vient. Étrange psychologie que celle des bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ne sont pas vraiment bonnes. Elles remplacent la bonté par un mécanisme de bonté. C'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade, elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Ce texte est admirable, qui peut-être est encore plus actuel à notre époque, où la T2A, la protocolisation, la procédurisation du soin sont encore plus grands que jadis. Mais bien sûr, il faut actualiser, c'est plus la mère supérieure, c'est la cadre supérieur infirmier, c'est plus le médecin-chef, c'est le chef de pôle, mais à l'heure en effet d'une médecine technicisée, protocolisée, procédurisée, ce qu'écrit Cocteau me semble encore plus vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque. Alors attention, loin de moi de dire du mal des protocoles, des procédures et des techniques, n'est-ce pas? Merveilleux sont les progrès qu'a fait la science médicale, qui fait qu'aujourd'hui, la douleur chronique est quelque chose de relativement rare. Évidemment, elle vous occupe, vous, tout le temps. Mais à l'échelle de la société, c'est quelque chose qui est devenu relativement rare. Michel Serres le disait, le grand roi Louis XIV a vu toute sa fin de vie abîmée par une simple fistule anale qu'aujourd'hui on opérerait en ambulatoire très très facilement. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique une forme d'intolérance à la douleur, dans la mesure où c'est ce qu'on peut appeler le paradoxe de Tocqueville. Vous savez, Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, explique que le passage de l'ancien régime au nouveau régime, c'est le passage d'un régime où l'inégalité était une chose parfaitement admise
à un régime où elle paraît quelque chose de scandaleux. En effet, dans l'Ancien Régime, il y avait une inégalité ontologique entre le seigneur et le paysan, vous voyez. Ils étaient carrément ontologiquement différents. Dans le Nouveau Monde, on pense qu'il y a une égalité de principe entre les êtres humains. Le problème, c'est que, Tocqueville dit qu'on s'achemine vers une irrésistible égalisation des conditions. En même temps, les conditions ne s'égalisent pas. Il y a encore des pauvres et des riches, et il y en aura toujours. Et le paradoxe de Tocqueville, c'est que plus on s'approche de l'égalité, plus l'inégalité paraît insupportable. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Hein. Et bien, même chose de la douleur. Plus on s'approche de l'éradication de la douleur, moins la douleur est supportable. Voyez. Mais, en effet, ce que Cocteau nous décrit, c'est une réduction du soin, justement, à un protocole, à une procédure. Ce qui fait les frais de cela, comme il le dit très bien, c'est la singularité du cas du malade. C'est la singularité du cas du malade. C'est-à-dire ce qui fait qu'il est absolument unique. En philosophie, nous distinguons entre le particulier et le singulier. Le particulier, par définition, c'est la partie IE d'un tout qu'on nomme la généralité. Mais le singulier, lui, répugne à entrer dans quelque généralité que ce soit. Le singulier, c'est l'unique, l'irremplaçable, le sans pareil, et même le bizarre ou l'étrange. Dans la langue de la comtesse de Ségur, quand on dit c'est singulier, ça veut dire c'est étrange, c'est bizarre. Et bien, je crois qu'il y a deux manières de regarder un patient douloureux chronique. Comme un particulier, comme un singulier. Comme un particulier, c'est un cas particulier qui appartient à une généralité, et là on utilise les bons protocoles, les bonnes procédures, et c'est formidable. Hein. Mais tout patient qui souffre a envie qu'on ne le regarde pas simplement comme un particulier, mais aussi comme un singulier, c'est-à-dire comme un sans pareil, comme un irremplaçable, n'est-ce pas? Et c'est là en effet que le protocole, la procédure, la technique, qui sont absolument nécessaires, avouent leur insuffisance, parce que je crois en effet que tout être humain qui souffre espère quelque chose comme une attention au vécu intime de sa douleur. La considération du fait que pour être un cas particulier, il n'en est pas moins un cas singulier. Une caresse, un sourire, peuvent changer le vécu intime d'un patient douloureux beaucoup plus qu'on ne le croit. La caresse, comme Lévinas nous l'a appris, ne fait pas disparaître la douleur, mais la modifie. Lui enlève ce non-sens complet, ce refus de signification, cette incompréhensibilité en quoi d'abord elle consiste. Une belle expression de la langue française qu'on n'emploie plus beaucoup parce qu'on n'écrit plus beaucoup de lettres, nous dit qu'une lettre qui n'a pas atteint son destinataire, c'est une lettre en souffrance, voyez ? Renversez l'expression et vous comprendrez peut-être qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne rencontre pas de destinataire. Ou alors que celle qui, rencontrant un destinataire, trouve un destinataire indifférent, aveugle, sourd. Voyez, j'ai trouvé très profond le passage de l'oraison funèbre prononcé par François Mitterrand en l'honneur de Pierre Bérégovoy sur la grande place de Nevers, après que Bérégovoy s'était suicidé. Vous vous souvenez peut-être de ce discours où Mitterrand parle du suicide de Bérégovoy de la manière suivante. Dans cet acte où se mêlent la grandeur et le désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin. Désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Toutes les explications du monde ne seront justifiées qu'on ait jeté au chien l'honneur d'un homme et fidèlement sa vie au prix. Enfin là je m'arrête. Mais l'expression est magnifique. Souffrir à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire. Voyez ? Eh bien, créer quelque chose comme une chambre d'écho à la bonne acoustique, un vide de bonne qualité, pour que le douloureux chronique puisse dire sa souffrance, me semble avoir déjà une certaine puissance thérapeutique. Puisse l'écoute broder un fil là où la douleur a déchiré les mailles. Je le redis parce que c'est pas mal quand même. Puisse l'écoute broder un fil là où la douleur a déchiré les mailles. Et pour finir, et peut-être plus précisément encore, puisse la considération broder un fil là où la sidération a déchiré les mailles. Je terminerai par un petit jeu de mots qui m'amène à proposer, mais je le répète, je ne fais que faire écho à ce que vous faites, que ces douloureux sidérés soient considérés
de manière à pouvoir à nouveau désirer. Sidération, considération, désidération, c'est-à-dire désir. Voilà trois mots qui ont même origine étymologique, c'est-à-dire le sidus sideris des latins. Sidus sideris, ça veut dire l'astre. Les espaces sidéraux sont les espaces où se trouvent les astres. Or, les Romains ont formé trois mots à partir de sidus sideris. Sidération, considération, désidération. Qu'est-ce que c'est que la sidération? C'est avoir l'impression qu'un astre vous tombe sur le bout du nez ou sur le bout des chaussures. Louis de Funès étant le grand comédien de la sidération. Ah! Et en effet, les malades sont souvent sidérés par ce qui leur arrive. Qu'est-ce que c'est que la considération? C'est l'observation des astres. Les Grecs et les Romains pensaient que les astres étaient des dieux. Nous ne le pensons plus, mais nous continuons à les nommer Neptune, Vénus, Jupiter. Qu'est-ce que c'est que considérer un être humain? C'est le regarder comme on regarderait un astre. Un astre, ça apporte de la lumière et de la chaleur. Considérer quelqu'un, c'est peut-être plus que de le respecter, parce qu'aujourd'hui on dit qu'il faut respecter les soignants, mais le respect a quelque chose d'un peu distant et d'un peu froid, vous voyez. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Garder vis-à-vis d'une dame une distance respectueuse, c'est garder vis-à-vis de cette dame une distance qui n'est pas strauss-kahnienne ou weinsteinienne ou depardouvienne, enfin bon. Et par conséquent, il y a dans le respect une distance et une froideur qui fait que si le respect est nécessaire, il n'est pas toujours suffisant. Et j'aimerais qu'on ajoutait au respect justement une considération. Il y a en vous une lumière et une chaleur dont l'attention seule pourrait alors vous remettre sur le chemin de la désidération. Désir vient du latin desiderium, qui veut dire l'absence de l'as. Le déplumé est sans plume, déplumé, pauvre Giscard. Et donc le desiderium, c'est l'absence de l'as. Qu'est-ce que c'est que désirer un objet? C'est le regarder comme on regarderait un astre. Vous regardez la vitrine d'un chausseur, et vous regardez beaucoup de chaussures sans désir. Votre regard est éteint et votre cœur est froid. Tout d'un coup, vous regardez une chaussure avec désir. Votre regard s'illumine et votre cœur s'embrase, voyez. Eh bien, il me paraît que les patients douloureux chroniques sont sidérés, c'est-à-dire, comme je le disais, prostrés, abétis par leur souffrance, stupéfaits, abasourdis, envoûtés, atterrés, terrés dans une émotion qu'ils n'arrivent plus à transformer en une motion, c'est-à-dire en un mouvement. Ils ont l'impression que s'épuise la possibilité de toute possibilité. Un souffrir, c'est avoir l'impression que c'est pas possible, qu'on n'en peut plus. Souffrir, c'est toujours souffrir trop. Hein. Il n'y a pas de souffrance là où il n'y a pas un excès. Là où on souffre modérément, on ne souffre pas. Eh bien, ils sont sidérés. Aller vers eux avec des protocoles, des procédures, des techniques, des mécaniques, c'est absolument nécessaire. Aller vers eux avec du respect, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas suffisant. Il me semble que tout patient qui souffre a besoin d'une considération. Et qu'est-ce que c'est que la considération, qui est plus chaleureuse que le respect, même si moins brûlante que l'amour? Eh bien, la considération, c'est une attention, une prévenance, une vigilance, une estime, un soin. Ce que j'appellerais le passage d'un regard à un égard. Là aussi, je répète, le passage d'un regard à un égard. Et cette considération peut rouvrir précisément chez celui qui a l'impression que plus rien n'est possible, l'idée qu'il y a peut-être encore du possible, que quelque chose redevient possible, voyez. Et considérer les sidérés, c'est peut-être ce qui va les remettre sur le chemin du désir. C'est ce qui va les conduire à considérer que peut-être, comme disait Montaigne, c'est tout de même chose douce que la vie, même si aisée à troubler. Eh bien, quelqu'un qui se remet à désirer, l'homme est fondamentalement une créature de désir, quelqu'un qui se remet à désirer parce qu'il a été considéré par des algologues qui ne sont pas que dans le biomédical, mais aussi dans le psychosocial, c'est ce qui peut les faire sortir de la sidération. Au fond, il me semble que nous serons tous d'accord, et je terminerai par là, pour dire que ce que nous pouvons donner de mieux à un patient douloureux chronique, c'est comme le disait Johnny Hallyday, l'envie d'avoir envie. Oh! Eh bien, pendant toute la journée, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de gratitude pour ce que j'ai pu entendre. Et si ça m'arrive un jour, j'espère que je vous rencontrerai, et comme ça j'aurai envie d'avoir envie. Merci de votre attention. Voilà, comme ça on peut aller manger et boire. Merci beaucoup de votre invitation. Avoir encore conquis. Merci beaucoup.